Ils ont voulu provoquer un chaos radioactif. Ils ont voulu répandre les particules de l'isotope de l'uranium dans comment on appelle ça, dans l'atmosphère, afin que cette population-là puisse aspirer ces poussières radioactives et que, justement, qu'il y ait en quelque sorte une forme de catastrophe humanitaire. Le 29 janvier 2026, le Niger a frôlé une nouvelle secousse majeure. Une tentative de déstabilisation qualifiée par plusieurs sources comme un coup d'État déjoué a secoué la capitale Niamey avec des affrontements armés près d'infrastructures stratégiques, notamment la base aérienne et l'aéroport international. Cet événement relance les inquiétudes sur la stabilité politique du pays, déjà fragilisé par des tensions internes, des menaces sécuritaires et des rivalités géopolitiques. Dans ce live de Tania, nous revenons en profondeur sur les faits, les zones d'ombre, les acteurs impliqués et les véritables enjeux derrière cette tentative de déstabilisation du Niger. Il n'y a pas eu de communiqué officiel actuellement parce que c'est ce que j'attendais depuis, mais j'ai vu qu'il n'y a pas de communiqué encore officiel. Voilà. Mais j'ai reçu une vidéo du général Tiani en plein Niamey qui était franchement salué, ovationné en plein Niamey. Là, ça m'a rassuré. Sûrement, ils sont en plein ratissage encore parce que j'ai reçu des vidéos, voilà, où ils ont attrapé des personnes encore. Voilà, ça, c'est le général Tiani. En plein Niamey. Son cortège a été arrêté. En plein Niamey. Voilà, son cortège a été arrêté en plein Niamey. Il est salué, félicité par le peuple. Là, on m'a envoyé des vidéos, voilà. Donc, ils sont en plein ratissage. Franchement, on remercie les FDS du Niger. On remercie la force de la Confédération des États du Sahel, la force AES, qui est au Niger actuellement. C'est un mal, il va arriver. C'est ce que tout le monde dit. Et le général Tiani était sorti pour parler du gouvernement béninois, le ministre de l'Intérieur du Bénin qui avait commandé plusieurs drones qui n'avaient pas été utilisés sur les terreaux chez eux. Donc le général Tiani avait dit mais c'était pourquoi, et il les posait des questions. Bon, c'est le gueulard, hein, comme d'habitude, la grosse gueule, la grande gueule de la lagune là, qui est sorti, qui a insulté le général Tiani. Vous avez vu toutes ces sorties là pour dire de quel droit le général Tiani essaie de demander, de poser des questions au ministre de l'Intérieur béninoise. Voilà. Et bizarrement, l'attaque qu'il y a eu hier, c'était des drones. Pour que la défense anti-aérienne de l'aéroport puisse se déclencher, c'était pas un, deux drones. Hein. Les défenses anti-aériennes, pour qu'elles se déclenchent, c'est que les vidéos que nous on a vues là, c'était pas un, deux drones. Ah. Comment c'est vous? Le général Tiani dit que vous avez acheté des drones. À peine il le dit que vous avez acheté des drones. Et les drones que vous avez achetés, vous n'avez pas utilisé ça sur votre terreau du parc Douvé. Dès qu'il le dit, il y a une attaque de drones. Mais ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, c'était des attaques de drones et il y avait des armes lourdes aussi. Bon, les photos que nous on a reçues, les gars là, franchement, ils étaient en moto, ils avaient des armes. Voilà. Je ne peux pas montrer parce que voilà, ils ont été massacrés. Maintenant, il y a Orano aussi. Nos soupçons vont de deux côtés. Du côté du Bénin, les drones qui peuvent être pilotés. Vous-même, vous savez, les drones, voilà. Et du côté de Orano. Vous avez vu, il y a 4 jours, j'ai publié une vidéo où Orano disait ça. On va écouter ce que Orano disait. Voilà, c'est des malades. Hein. Qui dit Orano dit la France, hein, donc ne soyez pas surpris. Voilà. Qui dit Orano dit la France. Voilà. Il disait ça. Pour le Niger, on n'en est pas du tout à des phases de constatation. La communication
communication est absolument rompue avec le gouvernement. Il ne veut pas nous entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien, qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock. Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. Pour le Niger, on n'en est pas du tout. Et les médias, quand ils ont dit ça, pour ceux qui savent pas, c'est devant la commission de l'Assemblée nationale de la France, il y avait des sénateurs et des députés français qui les auditionnaient. C'est le truc d'administration de Orano qui disent qu'ils vont pas laisser quelqu'un toucher à leur uranium. Que ce soit le gouvernement ou bien une tierce personne, un acheteur, un truc. Après, ces terreaux ont relayé, le monde même a dit, Orano promet d'agir contre quiconque voudrait mettre la main sur son uranium. Oui, ils disent que c'est pour eux, hein. Bulle de champagne, comment tu veux. Ils disent que c'est pour eux. L'uranium qui est quitté dans le sous-sol du Niger. Ils disent que c'est pour eux. Mariam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ils disent que c'est pour eux. Et le problème, c'est qu'ils ont donné la position de ces 1000 tonnes. Oui, de ce qu'on est en train de parler là. Hein? C'est 1000 tonnes d'uranium. C'est Orano qui a donné la position de ces 1000 tonnes d'uranium. Et bizarrement, là où ils ont donné la position aussi, c'est là-bas il y a eu l'attaque hier. Oui, oui, l'aéroport. Je vous dis, l'aéroport, il y a deux. Il y a l'aéroport civil et il y a l'aéroport militaire qui est collé. L'aéroport militaire où étaient les militaires américains avant de partir. Vous vous rappelez où il y a eu le scandale où ils ont dit que le général Tiani a fait venir des Russes aussi pour loger dans le même aéroport. C'est sur cet aéroport-là. Je crois que c'est là-bas il y a l'escadrille. Corrigez-moi, c'est ça, escadrille, bien sûr que c'est ça. Je crois que c'est une fraction de l'armée nigérienne actuellement. D'accord? Donc ce n'est pas l'aéroport civil, parce que les gens sont venus dire, il y a deux personnes qui m'ont écrit, mais non, on était à l'aéroport, on attendait des gens, c'était pas là, c'était de l'autre côté, l'escadron, escadrille, c'est pas la même chose là. Les trucs disent que escadrille, on va pas prendre escadrille, on va pas extrait. Bon, si l'on extrait, on s'en fout, c'est quitté dans le sous-sol de qui? Au Loufela. Donc, c'est là-bas où il y a eu les trucs. On se rappelle, il y a quelques mois, le général Tiani avait trouvé un acheteur que vous ou moi, on ne sait pas c'est qui actuellement. D'accord? Mais l'itinéraire a été donné par les médias terreaux, a été donné par Orano, que ça allait passer par le Burkina, partir à Lomé, et où, au port de Lomé, se trouvait un navire russe qui attendait le truc. Donc, une bonne partie est partie. C'est l'autre partie qui est 1000 tonnes, qui disent que c'est bloqué à l'aéroport de Niamey. Donc, comment ça se fait-il que dès que le général Tiani parle des drones du Bénin, il parle, Orano sort, montre la position de l'uranium, il y a une attaque. Des présidents, des chefs, le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, ou bien il aura un communiqué du président du Niger, le général Aboudraman Tiani, ou bien le communiqué du président actuellement de la Confédération des États du Sahel, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc on attend. Depuis matin, j'attendais ça dans ma douleur, j'attendais ça. C'est ce que j'attendais. Mais quand j'ai eu les nouvelles du général Tiani, j'étais vraiment contente parce que j'étais inquiète aussi. Voilà. Même si les forces de défense et de sécurité du Niger, les forces de l'unité de l'AUS ont repoussé en quelques minutes. C'est-à-dire, je vous dis, on dirait 30 minutes, hein, en moins d'une heure en tout cas, ils ont géré la situation. Ils ont géré la situation. Franchement, le Niger, félicitations au général Aboudraman Tiani, félicitations au FDS du Niger, félicitations à la force conjointe des États du Sahel. Ils ont fait un bon boulot. Franchement, en quelques minutes, ça a été maîtrisé. En quelques minutes. Voilà, en quelques minutes. Donc, on va rester là, on va donner nos avis, parce que ce qu'on a vu là, les défenses aériennes qu'on a vu là, c'était pas petit, moi, mais je vais vous montrer un peu. Ben, quand tu les entends là, c'était pas un drone, c'était pas deux drones. N'est-ce pas? Ils vont fuir. Vous voyez, vous entendez le boum. C'était pas un, c'était pas deux. Vous voyez?
Pourquoi quand le général Tiani dit que votre ministre de l'Intérieur a commandé, a payé 1000 drones, en même temps son pays est attaqué. Déjà, en même temps, Makosso sort pour l'insulter, comme s'il était le porte-parole du gouvernement béninois, et puis son pays est attaqué. Ah, Tania, tu sais que je ne fais plus ce débat depuis un bon moment, tu vois. Je ne fais plus ce débat depuis un bon moment. Pourquoi? Non, ça va dans tous les sens, tu vois. Ça va dans tous les sens. À un moment donné, il faut observer. Il faut observer. Ça va dans tous les sens. Pour Makosso, là, tu sais, on ne peut pas insulter la maman d'un président, des trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je me dis, mais sur quoi il compte? Sur quoi il compte? C'est la question que je me pose. Il est là avec vous, non? C'est vos gars, parce que tu as entendu, quand j'avais fait mon live, en colère, il est parti ouvrir un live pour dire qu'il y a eu plein de militaires béninois qu'on déjà. C'est que nous, on ne savait pas parce que votre gouvernement était sorti pour dire que c'était 2 personnes. C'était 2 militaires. Non, mais depuis cette histoire depuis les attaques terreau au Bénin, là, tu sais, le gouvernement a fait l'option, malheureusement, a fait l'option de ne pas donner le bilan, de ne pas communiquer sur le bilan des pertes. Et c'est l'autre journaliste là, Hugo Komlan Sosoupe qui avait les informations. Malheureusement, Hugo a été enlevé en Côte d'Ivoire et puis actuellement il est en prison au Bénin. Voilà. Et donc il n'y a plus d'informations réelles. Ce qui est sûr, il y a des attaques presque tous les jours au Bénin. Sauf qu'il n'y a plus de communication autour. Voilà. Et personne ne peut communiquer autour au Bénin, tu vois. La personne se fera arrêter et puis voilà quoi. C'est dommage. Prions Dieu, prions pour que la situation change. Mais toi aussi, tu as décidé de ne plus parler? Non, j'ai décidé de ne plus trop parler de l'AER, de la CEDEAO. Parce qu'il y a tellement de choses. Après, je vais discuter avec toi en inbox. Ok, quand je finis, je t'appelle. Ouais. Docteur, on a besoin de votre analyse. Vous êtes là? Bon, merci beaucoup. Je suis là, Tania. Bonsoir, monsieur Olufela. Bonsoir, docteur. Tout le monde sur le panel, en tout cas, mes salutations. Oui. En tout cas, c'est avec beaucoup. Docteur. Je voulais parler notamment à propos de la situation, Vous voulez que je vous montre au Niger. Vous voulez des preuves? Vous voulez que je non, ça va. J'ai pas mon ordinateur sur moi ici. Il y a pas de souci. Tania, tu vois, les questions que tu as posées sont tellement légitimes. Parce qu'on sait quand même que si on voulait déstabiliser finalement le pouvoir, peut-être pour prendre le pouvoir auprès d'Abdourahmane Tiani, attaquer un aéroport, ce n'est pas la solution idéale. Ce n'est pas le site par excellence pour prétendre avoir la peau d'un président de la République en exercice au Niger. Il faut d'abord savoir comment fonctionne la cargaison d'uranium. Vous devez savoir que l'uranium est une matière radioactive. Et donc, lorsque vous détenez un dépôt d'uranium et qu'un accident se produisait, c'est-à-dire par exemple, on procède à un bombardement comme dans le cas qu'on a vu avec la survenue des drones, parce que vous savez, la technique des drones actuellement est tellement efficace, notamment dans la guerre en Ukraine, c'est ce qui est utilisé. Ça permet de prendre pour cible les entrepôts qui même, le fait d'avoir les drones, ça permet notamment de survoler pas seulement, mais aussi de frapper de manière beaucoup plus chirurgicale une cible donnée. Toi, tu as pris tout à l'heure les articles où ces médias occidentaux étaient en train de pointer du doigt la destination de la cargaison d'uranium qui avait été transportée par Niamey. Ils ont donné la localisation. Mais en donnant la localisation, systématiquement, on voit des drones qui survolent pour aller notamment attaquer l'aéroport, justement là où se trouve cette cargaison. On a vu l'activation de la DCA,
Mais la question était de savoir quel était donc l'intérêt. Si la France a besoin de l'uranium, pourquoi donc à un moment donné on voit le survol des avions, des drones pour aller bombarder, notamment là où se trouve au point de courir un risque radioactif. La question est donc posée, pourquoi donc la France qui revendique cet uranium, qui ne veut même pas que l'uranium puisse être déplacé, puisse être vendu à des tierces, pourquoi est-ce qu'une attaque se produirait sur le site où se trouve cet uranium qui représente un grand intérêt pour la France au point où il mène un peu partout en bateau le Niger avec les procès, avec les juridictions internationales. C'est simplement parce que Tania, c'est dont ils ont voulu chercher. Ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre quoi que ce soit comme pouvoir. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont voulu provoquer un chaos radioactif. Ils ont voulu répandre les particules de l'isotope de l'uranium dans comment on appelle ça, dans l'atmosphère afin que cette population-là puisse aspirer ces poussières radioactives et que justement qu'il y ait en quelque sorte une forme de catastrophe humanitaire. Parce que lorsqu'on essaie d'évaluer l'intérêt de cette attaque, on ne voit pas. Cela ne pouvait jamais conduire à la déstabilisation de monsieur le président Tiani. Mais par contre, attaquer ce dépôt et provoquer un accident pas nucléaire, mais un accident radioactif, et ben ça allait être très lourd pour l'État nigérien de pouvoir recoller les morceaux. Voilà. Donc moi je pense que stratégiquement, c'était pas pour déloger le président au pouvoir, parce que les sites attaqués, ce n'est pas ça. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que les drones étaient utilisés et qu'il y a eu l'activation de la DCA. Effectivement, quand on voit, c'est comme ça que la DCA fonctionne. La DCA a la capacité de cibler dans les airs, même si la cible change de direction. Et c'est ça qui peut faire que vous avez l'impression que les balles qui survolaient la nuit là ont tendance à se comporter comme une forme d'arrosoir. Ils sont en train de se déplacer parce que en même temps les systèmes radars font systématiquement la mise à jour des projectiles en survol et donc pour corriger la position de la défense anti-aérienne. Donc comme il y a beaucoup de choses qui sont un peu floues actuellement, Tania, je peux tout simplement dire que ce dont on a assisté là, c'est qu'ils ont voulu, les terreaux, on a vu, ils ont voulu créer un accident radioactif. Et non, peut-être craindre que, voilà, monsieur Abdourahmane Tiani puisse être délogé. Mais en tout cas, ils ont failli, parce qu'on a vu de la fumée qui sortait. En tout cas, c'est sûr, peut-être que la DCA a fait passer certains projectiles. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que... Coucou Kadi. Oui. Donc en conclusion, c'était l'uranium qui était visé. Les 1000 tonnes d'uranium. Mais bien sûr, justement, l'objectif pour moi, en tout cas, était d'attaquer le dépôt et de provoquer un accident radioactif. Pour moi, c'est ce que je vois. Ils ont voulu provoquer on parle de 1000 tonnes d'uranium. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Orano, justement, ils ont parlé de 1000 tonnes d'uranium. Exactement. Et donc, provoquer un accident avec une cargaison aussi élevée dans la ville de Niamey, ça allait être une véritable catastrophe. Voilà. Donc, je pense que c'est marqué aussi pour... L'uranium a combien actuellement? Oh, l'uranium, je pense que le livre tourne autour de plus de $200 actuellement. $200 le kilo. $200. Donc 1000 tonnes font combien? Voilà. 1000 tonnes déjà, c'est 1000 kilos. Voilà, 1000 kilos. Je pense que c'est... Mais attends. Leur uranium qui est au niveau de Niamey, je pense que c'est l'uranium qui est hautement raffiné. Donc la valeur plus l'uranium est pur, et ben plus la valeur en livres ou en kilos peut augmenter. Donc à ce niveau-là, il faudrait peut-être que je puisse réellement vérifier. Et je pense que c'est cette quantité-là qui devrait valoir 170 millions d'euros. C'est à cause de ça que la France... Oui, voilà, autour de... qu'ils ont fait au Niger, après tout l'environnement qu'ils ont pollué, les enfants qu'ils ont... Non mais sérieux.
Exactement. Donc, pour chuter, Tania, laisser la parole aux autres, je voulais dire que, effectivement, les drones qui ont été envoyés ont été envoyés en essaim. En essaim, c'est-à-dire que c'est un groupe de drones envoyés en même moment dans l'objectif de saturer la DCA, c'est-à-dire la défense anti-aérienne, de telle sorte que certains projectiles puissent passer. Parce que si vous envoyez un drone, 2 drones, c'est trop facile pour la DCA de les éliminer. Et donc, envoyer des drones en essaim permet de saturer la DCA et en même temps, certains drones veulent être éliminés, mais d'autres peuvent passer. Et c'est ça qui peut justifier le fait qu'on a vu l'émanation des fumées, notamment à partir du sol. Donc, pour moi, Tania, c'était un accident qu'ils ont voulu créer, un accident radioactif, et non un espoir de prendre le pouvoir. C'est un peu ce que je veux dire, Tania. Est-ce que 1000 tonnes d'uranium aussi, ça allait créer... Non, ça allait être dangereux. Je crois que c'est tout Niamey qui allait avoir des soucis. Parce qu'ils peuvent pas prendre, ils peuvent pas prendre l'aéroport militaire. Eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent pas prendre. Donc, ils voulaient juste créer un dégât. Ils voulaient juste créer un dégât, au fait. Au fait, c'est ça. Parce que, non, mais attends, c'est pas parce que, c'est ce que je vous disais hier qu'on parlait de le Mali qui est devenu puissance militaire, première puissance militaire, UEMOA et deuxième puissance militaire, Afrique de l'Ouest. Oui, je vais pas m'empêcher de vous dire ça. Je vais vous emmerder avec jusqu'à vous serez saoulés. Oui. Franchement, je vais vous emmerder avec. Oui, quand on parlait de ça, je disais que, on disait que le Burkina de bonne voie aussi arrive. Et le Niger, je vous disais, c'est parce que le général Tiani ne monte pas son armement. Mais le Niger, on n'en parle pas. C'est pas possible. Le Niger, on n'en parle pas. On va écouter Morgan, bonsoir. Morgan Jean, bonsoir. Je sais que vous êtes là, mais on va écouter, il y a une femme parmi nous, une autre femme parmi nous. D'accord? Tania, 1000 tonnes d'uranium peut éclairer la France pendant une année. Yeah. On va écouter Morgan Jean. Morgan Jean, bonsoir. Comment vous allez? Voilà, je prends la parole pour dire merci à tous ces panels, surtout à Tania, par son canal, j'ai eu les informations concernant le Niger. Parce qu'il faut dire que depuis, quand j'ai appris cette nouvelle, je suis en train de regarder un peu partout, j'ai pas eu des formations vraies, et puis l'intervention du docteur aussi m'a tellement rassuré. Il faut dire que cette histoire-là, c'est là, comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous, Foumi mange pas cola, mais laisse colatier. C'est-à-dire que les terreaux avec les grands patrons, la France, ils savent plus comment ils vont gérer cette situation. Ils savent qu'ils sont vraiment éloignés de l'uranium du Niger. Donc là, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir cette même mise sur l'uranium, ils veulent tout endommager en fait et mettre la population dans la merde. C'est-à-dire de l'extérieur, ils vont tout endommager pour que personne ne puisse tirer profit. Mais ils ont joué bidé. C'est des paresseux, ils ne veulent pas s'adapter. En fait, c'est pas que c'est des paresseux, mais nous, on a pris de l'avance sur eux. C'est-à-dire, la révolution du Sahel a pris de l'avance sur eux. Parce que avant de faire ces actes révolutionnaires, ils ont étudié comment ces gens-là, ils fonctionnent. Tu vois, ils viennent toujours avec des informations, des manières archaïques, c'est que c'est les manières dont ils prenaient pour nous endormir, pour nous dominer, pour marquer toujours les impérialistes. C'est ces mêmes méthodes qu'ils arrivent pour faire encore des bêtises sur le territoire africain. Mais cette génération-là, des nouveaux dirigeants, surtout de l'AIS à qui je tire mon chapeau, qui sont vraiment en éveil. En éveil pour nous, le peuple africain, cette nouvelle génération. Hein. Et voilà, je ne peux qu'être fier en attendant tous ces gens, ces différentes informations. Je ne peux qu'être fier de cette nouvelle classe politique qui est en train de renaître, qui est en train de redonner un nouveau souffle à ce peuple africain. Voilà, c'était un peu des moments de joie. En entendant seulement ces informations-là, je n'ai que le sourire aux lèvres. En tout cas, vraiment, merci. Que Dieu te donne encore l'énergie à toujours avoir ces informations pour nous donner et que nous puissions toujours être heureux de notre position et que Dieu protège encore l'Afrique. Incroyable. Toi, Voyez-vous, la semaine passée,
ces médias impérialistes avaient commencé une communication. Et dans la communication, si vous avez remarqué, devant les députés français, le représentant d'Orano, lui, il avait pris position déjà en menaçant et l'État du Niger et puis les nouveaux acheteurs, qui vont acheter l'uranium. Après ça, le 22 janvier, le journal Le Monde a donné la position de l'uranium en précisant que l'uranium était à l'aéroport. Le 23, Le Monde a renchéri sur la publication du... le journal Le Point a renchéri sur la publication au fait du Monde. D'où il précisait toujours que l'uranium là se retrouvait à l'aéroport. Ok. Et comme par hasard, hier, à 13h, si vous avez remarqué, Jeune Afrique a fait un post là où il dit non, Orano dissipait le temps concernant, c'est-à-dire l'uranium du Niger toujours. Mais c'est quelle coïncidence? Et qu'à 1h du matin, quelques heures après le poste de Jeune Afrique, l'aéroport là où ils ont supposé que l'uranium se trouvait soit attaqué. Voici la question. La question qui est là, c'est quoi? Moi, je me suis posé la question, je dis mais attends, vous avez dit que l'uranium se trouve à l'aéroport. Il n'y a pas de souci. Et puis c'est le même aéroport là qui a été attaqué. Mais le problème est que, dans cet aéroport là se trouve une base militaire très stratégique. La force unifiée de l'AES. Maintenant, soit c'était la première hypothèse, c'est quoi? Ils voulaient détruire au fait les vecteurs aériens de l'armée nigérienne parce que ça se trouve là-bas aussi. Ils voulaient détruire d'abord les vecteurs aériens et maintenant, comme l'a dit docteur, détruire aussi l'uranium pour provoquer au fait un danger dans la ville. Et maintenant, après ça, lorsqu'il passe ça, moi j'ai pensé aussi à la libération de Bazoum parce que la CEDEAO n'a jamais renoncé. La CEDEAO n'a jamais renoncé à l'attaque du Niger pour libérer Bazoum. Et si on se rappelle très bien que c'est le même Bazoum qui disait que la France achetait l'uranium de Niger par pitié, je pense que c'est l'idiot par excellence que la France a trouvé qui pouvait livrer l'uranium du Niger, c'est-à-dire sur un plateau d'or à la France. Il nous avait fait comprendre que la France pouvait trouver de l'uranium avec le Kazakhstan. Mais à quel moment ça fait l'objet de débats dans l'hémicycle français? C'est la question. Et à quel moment l'uranium de Niger, on nous fait comprendre que le Nigérien n'a pas le droit de toucher à ça. Et que quand on va toucher à ça, on va poursuivre, c'est-à-dire dans les instances juridiques, le Niger et puis ceux qui vont acheter. Maintenant, à quel moment vous menacez le Niger et à quel moment vous venez attaquer? Et ceux qui disent non, c'est une attaque terroriste, c'est pas une attaque terror. C'est Orano qui a envoyé ses mercenaires. C'est Orano parce que ça ne peut pas être aussi une coïncidence que vous localisez l'uranium et puis c'est la partie localisée là qui soit attaquée quand même. On peut être cohérent. Et ça là, je remercie encore le peuple nigérien qui a compris. Définitivement, on a décidé de rompre avec les coups d'État et les forces d'envahissement. Parce que au Burkina Faso, quand c'est comme ça, on dit c'est les Wanyis, ils sont sortis, on est d'accord. Hier aussi là, les Nigériens, ils ont compris, ils sont sortis. Si vous allez marcher, si vous voulez, c'est-à-dire que attaquer nos autorités ou vous voulez prendre le pouvoir là, soit vous marchez sur le dernier Nigérien pour prendre le pouvoir. Sinon, vous n'allez pas prendre. Au Mali aussi, c'est même chose. Et même aujourd'hui là, c'est même qui souhaitaient pas coup d'État, c'est même qui ne veulent pas coup d'État. C'est même qui condamnaient les coups d'État. Ils veulent faire coup d'État aujourd'hui. Et c'est le peuple qui dit vous n'allez pas faire coup d'État. Oui. Parce que ces adeptes de la CEDEAO, ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'impérialisme, qui travaillent pour la France. Là, c'est eux-mêmes, ils veulent coup d'État. Maintenant, c'est le peuple qui dit il n'y aura pas de coup d'État. C'est glissé, c'est gâté. On fait comment maintenant? On fait comment? Ce que vous avez détesté hier là, le peuple a compris aujourd'hui, il dit il n'y aura pas de coup d'État. C'est devenu ramba dans vous-même. En réalité, vous êtes devenus des poussistes et nous sommes devenus des démocrates. Parce que ces présidents-là, ils font réellement la volonté du peuple. Pourtant, la démocratie nous dit c'est pour le peuple et pas le peuple. Donc si les dirigeants, nous sommes devenus des démocrates, vous êtes devenus des poussistes. Parce qu'aujourd'hui, vous appelez à ce qu'il y ait des coups d'État, c'est-à-dire, dans les pays de l'AES. Or, pourtant, le peuple n'est pas pour les coups d'État. On fait comment? La CEDEAO, on fait comment? Ou bien Macron va sortir encore pour dire demain, après l'attaque avortée, là, Macron va sortir pour dire on va libérer Bazoum. Vous avez
Famille, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Famille qui vient de monter là. Famille Smaga. Le fait Ok, merci la madre. que l'attaque... Ah, vas-y. Ok, la voix du Sahel, permets-moi qu'on écoute une femme, d'accord? On va écouter Mariam. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Donner la parole à la femme d'abord. L'honneur est toujours. Bonsoir. Vas-y, la maman. De là, tu as Bonsoir. vu de là, tu as vu Tania, comment ça va? Bonsoir à tout le Mariam, monde. comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, Tania. Bravo pour ton travail. Je te regarde tous les jours. Je ne monte pas, mais je regarde. Bonsoir à vous tous et merci de m'avoir laissé parler. Moi, je vais dire comme le frère qui m'a précédé là. En réalité, la France est un peuple paresseux. Il faut dire la vérité. C'est les enfants gâtés du général de Gaulle qui n'arrivent pas à se réinventer un avenir sans l'Afrique. Comme m'avait dit Macron à un moment, et on a vite enlevé ça dans sa bouche, il disait oui, l'Afrique et la France ont une communauté de destin. On n'a aucune communauté de destin avec lui, avec eux. Ils se sont engouffrés dans notre continent et ils ne veulent plus nous lâcher. En fait, ils n'arrivent pas à trouver comment survivre dans ce monde multipolaire et bipolaire qui se dessine. Ils trouvent pas leur place. Voici pourquoi ils sont accrochés à l'AES. Il y avait trop de miel là-bas. Pour moi, c'est un sabotage. Ce n'était même pas un coup d'État, ni peut-être profiter de la confusion pour aller libérer Bazoum. Parce que aller libérer Bazoum, je pense qu'il est super bien gardé. Ça demanderait vraiment qu'il y ait des équipes peut-être plus importantes, parce que je n'ai pas encore vu les photos et tout ça, je sais pas. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un arsenal assez puissant pour faire un coup d'État, pour déloger, pour récupérer Bazoum. Ça demande énormément de choses aujourd'hui parce que le Niger, le Burkina et le Mali sont bien entraînés. Et ils ont des années de guerre entre les jambes. Ils sont super entraînés, ils sont aujourd'hui super armée. Je crois que c'était des représailles. C'était de mettre, comme la France sait le faire, lorsque ils nous ont accordé des soi-disant indépendances, ils ont tout saboté en partant. Orano est fâché, n'a pas les moyens de mettre la main sur ce uranium. Il n'a aucun principe moral, aucun scrupule. Ils sont prêts à faire le chaos, à empoisonner la population. C'est un acte criminel, c'est un sabotage, comme ils ont pu le faire sous nos yeux. Hein, avec les gazoducs qui transportaient le gaz en Europe. Ils se sont auto-flagellés. Voici un peuple qui est capable de s'auto-flageller, s'auto-bastonner. C'est-à-dire là où on va vous servir le gaz moins cher là. Vous avez préféré dans la folie de la guerre détruire ça et aller acheter plus cher ailleurs. Voici à quel peuple nous avons affaire. Donc, on ne peut pas avoir l'uranium, on va saboter. Et comme ils ont des structures sanitaires fragiles, eh bien, il y aura un maximum de gens contaminés, il y aura des dégâts. Nous, on perd, mais eux aussi, ils perdront. Pire que l'uranium qu'ils perdent, ils perdront la vie et la santé. Je crois que c'était plutôt du sabotage, comme ils ont fait avec leur transporteur, leur tuyau transporteur de gaz, lorsqu'il y avait la guerre avec l'Ukraine. Et ça, c'est de la méchanceté, mais rien n'est étonnant. Quand nous savons tous ici, parce que nous sommes tous instruits de ce qui s'est passé, lorsque la Guinée a repris son indépendance après le non, ils ont tout détruit. Ils ont libéré même les serpents les plus venimeux dans un institut Pasteur qui était là-bas, et qui était dans la nature, et la population était en danger. C'est pas leur problème. Ils ont mis le feu à des choses. Plutôt que de laisser les gens s'en servir, ils ont préféré brûler et casser. Donc c'est la même chose, je pense, qu'ils allaient faire. Peut-être aussi profiter de ce chaos-là pour libérer Bazoum, peut-être, essayer de porter un coup au pouvoir. Mais
Peut-être que ça aurait été des petits boissous, comme on peut dire, à côté, mais l'objectif même était de détruire, de mettre la main, de rendre ce uranium invendable, par exemple. Voilà, c'était pour saboter. Et moi, je trouve ça triste et lamentable. Donc, ça veut dire que les dirigeants de l'AES, je crois qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. Ils savent parfaitement qui sont leurs adversaires, quels sont leurs vices cachés. Il faudra faire attention à ces gens. Des gens qui ont pu gazer le Cameroun avec le napalm. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Tout l'AES et même toute l'Afrique. Parce que le jour où la France se rendra compte, le dos au mur, que rien ne va marcher, elle nous fera du mal. Il faut qu'on soit armé pour lui faire face. Merci. Je vais m'arrêter puis laisser d'autres personnes parler. Merci, Mariam. Maman Tania, fort cher. Tu sais très bien que j'aime bien tes analyses. Elles sont très pertinentes. Voilà. Merci. Tu peux rester sur le live. Nous, ça ne nous dérange pas. Ça fait C'est gentil. Je suis là. Pour pouvoir donner nos avis parmi tous ces hommes-là. La voix, comment tu vas? Tu vas bien, la voix du sage? Je vais bien, la madre, et toi? Avec Bobo, on n'a pas laissé nous. Okay. Donc voilà, avant tout propos, avant de me prononcer sur le sujet, je profite de ton panel, la madre, pour rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité et tous les acteurs qui ne ménagent aucun effort pour la sécurité et la défense de et dans la même lancée, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette guerre barbare, cette guerre asymétrique, cette guerre de recolonisation qui nous a été imposée, et prompt rétablissement à tous les blessés, que ce soit moral, physique, tout. Vraiment, merci une fois de plus à nos forces de défense et de sécurité. Et voilà une attaque, je dirais, barbare, terroriste, qui a été perpétrée contre l'État du Niger. Mais cette attaque a été déjouée, avortée, et avec une certaine promptitude, un professionnalisme dû, et voilà, à leur exercice, parce que voilà, ces gens-là, ce sont pas des bandits armés, ce sont pas des zozos, et ce sont des hommes bien formés et vraiment pour sécuriser et défendre nos pays. Donc ils ont vraiment réagi, et voilà, moi je me dis que peut-être que il y a des gens qui prennent ce sujet-là un peu à la légère, mais ceux qui connaissent un peu l'uranium dont on parle, et je vais dire, voilà, et ce qui est sujet, j'ai répété ça sur le panel de Souley hier, et je vais revenir encore là-dessus, et parce que les circonstances nous poussent. Et en fait, la matière que nous appelons uranium, en fait, c'est pas de l'uranium, c'est de l'uranate. Et c'est ce qu'on appelle le yellow cake. C'est par des procédés qu'on enrichit ce minerai-là, ou bien cette matière-là pour donner l'uranium fini. Ces gens-là, c'est eux qui savent comment enrichir ce minerai-là. On se demande, ces drones-là étaient équipés de quel genre de bombe? Parce que tout le monde sait que cette matière-là, pour la transporter, c'est dans des conteneurs. Donc c'est hermétiquement fermé. Mais ils ont utilisé, c'était quoi leur intention? Peut-être c'était pour, en tout cas, exploser ce conteneur-là et faire partir cette matière-là dans la nature pour que les gens respirent. Ou bien, voilà, peut-être que ce qu'ils ont utilisé comme explosif en contact de ces minéraux-là, peut-être que ça peut donner une autre, je vais dire, ça peut donner une autre production chimique, et voilà, qui peut jouer sur voilà la population. Moi je crois que cet acte là c'est vraiment je vais même pas dire un acte terroriste, parce que ça là c'est plus que, s'ils arrivaient en tout cas à faire ce qu'ils voulaient là, c'était plus que du terrorisme. Ça c'est vraiment un acte très condamnable. Mais voilà, ces gens là,
Et la madre, je crois que l'élément qu'on a écouté la dernière fois, hier là, et voilà, c'est souvent nécessaire de revenir sur cet élément-là pour que les gens comprennent l'état d'esprit de ces gens-là. Comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont sans état d'âme. Si ils ont eu la possibilité de venir et essayer leur première bombe atomique sur notre sol, donc vous devez comprendre que ces gens-là, pour nous exterminer, ils savent même pas que nous sommes là. Tout ce qui les intéresse, et voilà, et c'est nos matières premières, c'est avoir le bien-être sur nous, et nous, et chez nous, nous avons la panacée de toutes les misères du monde. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment tourner ce monde-là. Mais voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons que être fiers et ravis avec la venue de nos 3 dirigeants, et voilà qui sont en train de donner une leçon de gouvernance à nos zozos là qui sont à la tête de nos pays. Les gens peuvent prendre mes mots comme ils veulent, et voilà, ça n'engage que eux. Moi, je les traite de zozos, je sais de quoi je parle. Moi, je peux pas comprendre comment des gens peuvent venir pour des trucs qui sont chez nous, mais c'est eux qui s'imposent. Mais on a des soi-disant intellectuels qui vont paraffer ce contrat-là. On est où là? On est où? Donc nous disons aujourd'hui que nous ne sommes plus complexés devant ces gens-là. Nous allons toujours faire face à toutes les velléités et toutes les tentatives et venant d'eux. Nous sommes prêts, comme je l'ai dit et je le répète, parce que nous savons que oser lutter, c'est savoir vaincre. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Et nous allons vaincre. Nous allons vaincre. On va toujours rester debout parce que nous sommes dans une lutte noble. Et voilà, pour chuter, je suis vraiment content quand j'ai vu l'image du général Tchani et faisant le bain de foule. Et voilà, j'ai vu une autre vidéo et je sais pas, peut-être que les Nigériens pourront témoigner si c'est une ancienne vidéo ou bien c'est aujourd'hui. Le général Tchani, comme j'aime l'appeler affectueusement, le papa n'a silencieux. Les papas n'en parlaient pas beaucoup, mais les papas n'ont travaillé beaucoup. Et voilà, je vais dire quoi? Vraiment humble ce monsieur-là. Il est allé, je sais pas, c'est au bord de la route, un vendeur de café et un vendeur de thé avec une femme qui était assise. Le général Tchani est allé se faire servir par ce vendeur de thé-là sur la route et puis boire le thé-là. Moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, tout ça là, si tu n'as pas confiance en ton peuple là, tu ne peux pas faire ce genre d'actes là. Tu peux pas. Mais voilà, c'est pour dire que le peuple aujourd'hui est avec leurs dirigeants, et comme les dirigeants aussi sont avec le peuple, parce que ce sont des gens qui viennent dans le peuple, ils sont pour le peuple, ils font tout pour le peuple. Et donc voilà, je vais chuter par là et donner la parole aux autres. Merci. Merci, la voix du Sahel. Merci. Effectivement, le général Tchani. Oui, Zéla. Si tu me permets de dire juste 2 mots. Hein. Vas-y. Voilà, félicitations PLS et particulièrement au général Tchani. C'est une première tentative. Des tentatives comme celle-là, il y en aura encore d'autres, d'accord? Il y en aura plein d'autres. Donc du coup, on doit être toujours prêt pour l'offensif. On doit être prêt pour contre-attaquer. Et c'est comme ça. Ça y est, la guerre est déclenchée. La guerre est déclarée depuis que les pays de l'AES ont décidé de couper le cordon ombilical. Donc là, ils ont voulu contaminer, parce que du coup, je valide un peu l'approche du docteur. Ils ont voulu contaminer le pays parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est si on ne gagne pas, on perd tous, en fait. C'est-à-dire qu'on vous prive. C'est soit on gagne. Ils ont dit qu'ils allaient empêcher le nouveau acheteur ou bien le gouvernement de mettre la main sur le truc africain. Regarde, je t'envoie la vidéo. D'accord. Du coup, leur philosophie, c'est celle-là. C'est nous qui devons être les seuls gagnants de l'humanité. Parce que depuis que le monde est monde, ce sont les mêmes gens, d'accord, ces mêmes suprémacistes-là qui déstabilisent le monde entier. Tous les pays qui aspirent à une quelconque souveraineté, ils imposent
ils imposent leur désordre, leur force, leur droit d'humanité sur tout le monde, parce que ce sont eux qui ont droit à tout dans ce monde. Vous voyez un peu la posture de Donald Trump, hein, je suis le Dieu du monde entier, nous sommes les Blancs, et c'est nous qui décidons qui doit avoir le bout de pain dans la bouche et qui n'a pas le droit d'avoir le bout de pain dans la bouche. C'est nous qui décidons qui sont les pays du tiers-monde et qui ne sont pas les pays du tiers-monde. C'est nous qui décidons qui on doit vendre devant les médias à la face internationale comme la population qui souffre, les populations affamées, les populations où la famine sévit, où il n'y a pas d'eau potable. Et puis, dans une tierce partie, parce que quand on parle vraiment de tierce partie du monde, du coup, c'est les Occidentaux, parce qu'ils sont moins nombreux, d'accord, que tous les autres pays au monde entier. Ils sont moins nombreux, mais ce sont eux qui ont le droit de bien vivre et d'avoir tous les avantages du monde entier sans qu'on ne puisse leur donner l'aval, en fait. Ils viennent, ils imposent leur postulat, et puis c'est comme ça. C'est nous qui décidons dans le monde entier. C'est nous les élus. C'est nous les enfants préférés de Dieu. Nous sommes les choisis de Dieu. Et le reste, vous n'êtes que du vomi de l'humanité. Donc, on s'en fout. Si on n'arrive pas à voir ça, on va vous exterminer. C'est-à-dire que s'ils avaient en leur possession là, la bombe là, le missile de Poutine là, ils auraient déjà envoyé ça en Afrique depuis. Hein. Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir tout ce que vous possédez et puis vous nous en privez. Nous, donc eux, les enfants préférés de Dieu là. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Hein. S'ils étaient à la place de Poutine, pouf, comme ça, plus rien à gagner. Mais comme ils savent qu'ils ont encore les intérêts dans les pays sur le bas terme, comme le Gabon, le Congo, le Cameroun, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas en finir avec nous. Et puis en même temps, ils pensent à la main d'œuvre, ils se disent que si on finit avec eux, mais qui va faire les petits travaux? Qui va faire les travaux de ménagère? Qui va faire les travaux de vigile? On a besoin d'eux pour faire les petits travaux. Et nous, on prend leur richesse pour aller nourrir nos populations. C'est de ça dont il est question, en fait. Donc, on n'est pas à l'abri, on est toujours en guerre. Même toi qui es dans ton lit, tu es en guerre, en fait. Parce que tu es menacé. Même dans ton lit, tu es menacé. On est à l'abri de rien du tout. C'est-à-dire que même le noir qui est à tes côtés, qui dort même à tes côtés, peut être les gars là qu'on a arrêtés là, parce que j'ai vu certains gars là qu'on a arrêtés avec les robes de musulmans là et tout le reste des djihadistes là. Ça peut être ta femme, tout ce qu'on enrôle là dans les histoires de djihadistes et de tout, des machins et tout. C'est des supposés traites. C'est la raison pour laquelle il faut se méfier de tout le monde aujourd'hui, parce que même ceux qui ont la peau noire servent les intérêts des suprémacistes. Parce que quand on regarde dans les vidéos là, c'est que des noirs, hein. C'est-à-dire que les gars là, ils ne se salissent plus la main. Ils ne salissent pas leurs mains directement. Ils paient des noirs qui sont prêts à se salir les mains, à verser le bissap dans leurs mains, le bissap de leurs frères noirs dans leurs mains pour servir le blanc. Pour servir le blanc. Donc je vous dis, il n'y a plus les questions de oui, on est tous noirs, oui, les frères noirs, c'est faux. Pour moi, ça c'est terminé ça. Parce que je vois le visage de tous les hommes qui sont prêts à vendre l'Afrique, à déstabiliser le continent, c'est que des noirs. Donc pour moi, même quand on est dans la même lutte, si tu doutes, si ça te dérange du fait que je doute de toi, c'est bon, tu m'as tendu la perche, tu es un traître. On doit tous douter de tout le monde autant que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être là à faire la lutte. Demain, on vient te proposer 1 milliard, tu vas changer. Parce qu'aujourd'hui, le noir, la corruption est une gangrène au même titre que le cancer en Afrique. Comme on lutte contre le cancer et on lutte contre le sida, c'est comme ça qu'on doit lutter contre la corruption. Donc, je vous invite tous autant que vous êtes à soupçonner, même moi-même qui suis là en train de vous parler, soupçonnez-moi. N'ayez confiance en personne dans cette lutte. Personne. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Ces gens-là cherchent à tous les moyens de déstabiliser le continent. Tous les moyens possibles. Tous les moyens. On n'est pas en paix. On est en guerre. Et la guerre est déclarée contre non seulement la couleur, et contre le continent entier. Ils veulent faire du continent le continent de main-d'œuvre. Vous comprenez la main-d'œuvre? Ceux qui sont bons seulement à faire les travaux de manutention, d'âme de ménage et tout le reste. Et les richesses qui sont là-bas doivent servir pour eux. Et nous, on prend la Méditerranée pour venir encore faire être esclaves chez eux. Et chez nous, il n'y a aucun dirigeant. Les dirigeants qui sont là-bas, c'est juste comme ça a toujours existé en fait. Les gouverneurs qui rendent des comptes au président. Je suis désolée de m'épiloguer.
C'est un peu ça mon point de vue. Je remercie encore le général Tchani d'avoir intercepté cette utilisation-là, ou ce truc, ou cet empoisonnement qu'ils ont voulu faire. Mais la guerre est déclarée depuis, il faut pas qu'on s'étonne. Des plans comme ça, il y en aura encore. Il faut qu'on soutienne toujours tous les pays de l'AES. On doit faire du tapage à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit. On doit féliciter ces présidents-là. On doit les soutenir pour qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est tout le continent qui les soutient. Tous les Noirs, même les Caraïbes, les États-Unis, tout le monde les soutient. Ils ne sont pas seuls. De toutes les façons, qui attaque le Niger attaque tout le continent. Donc, je me sens attaquée et c'est la raison pour laquelle je porte cette cause. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de motion sur moi, là, docteur. J'aimerais prendre une petite motion pour compléter ce que Zela a dit tout à l'heure. Il faudrait que j'aide un peu, que nous soyons un peu tous informés sur le risque lié, le risque lié notamment à cette tentative. Parce qu'il faut qu'on comprenne avec quelle matière nous sommes en train de jouer. Enfin, plutôt en face de quelle matière nous sommes. Comme ça, au moins, chacun sait que, il y avait donc un très grand danger qui planait sur Niamey. Voilà. Il y avait un très grand danger qui planait sur Niamey. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Il n'y avait pas de risque de catastrophe nucléaire. Non, 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 non. Ça, j'ai déjà dit qu'on écartait l'idée. C'était en effet des yellow cakes, c'est-à-dire un peu, vous voyez, quand on extrait, quand on a obtenu l'uranium 238, il est sous forme, il est jaune, très jaune vraiment. Vous voyez même les images du yellow cake, c'est tellement jaune. Alors, le risque, c'est quoi ici? Si jamais, j'ai un peu essayé de poser notamment à ChatGPT le scénario. Si jamais, des drones ou bien des explosions c'est quand il est breveté bien raffiné qu'il a le nom de Yellow Cake. Oui, le Yellow Cake, c'est celui qui est raffiné. C'est celui qui est raffiné, mais... D'accord. Mais voilà, maintenant, l'uranium qui est utilisé notamment dans le centrifugation, c'est ce que fait l'Iran. Et c'est même la raison pour laquelle l'Iran est attaqué. Parce que il dispose des centrifugeuses qui permettent à ce que l'uranium plutôt 238 puisse être séparé pour obtenir le Yellow Cake puisse permettre d'obtenir de l'uranium 235, cet uranium qui est utilisé dans le secteur militaire tout comme dans l'énergie nucléaire civile. Donc j'ai posé un peu un scénario. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais une telle attaque se produisait sur le Yellow Cake à Niamey? Regardez, on va lire pour que vous puissiez comprendre que le risque auquel Niamey était exposé est très grand. C'était un tel risque que Niamey allait être obligé même de confiner une partie de la population. L'air même allait être irrésistible parce que vous avez dit que c'est une base, c'est un secteur de l'aéroport qui est aussi doté des engins explosifs. C'est-à-dire que ça allait faire une forme de cocktail entre les émanations des particules du Yellow Cake avec les explosifs qui allaient faire traîner sur d'énormes distances la poussière radioactive. Et donc, on va essayer de voir un peu à quoi on pouvait être exposé. Alors, ici, on dit ceci, risque d'explosion nucléaire 0. Ça, c'est tout à fait normal. Il est physiquement impossible de déclencher une explosion nucléaire en attaquant le Yellow Cake. Ça, c'est tout à fait normal. L'uranium n'est pas encore enrichi, c'est normal. La concentration en isotope 235 est beaucoup trop faible. Ça, voilà. En fait, ici, on a environ pour 1000 kilos, c'est-à-dire pour une tonne, vous avez environ, donc pour 1000 tonnes de Yellow Cake, si vous enrichissez, vous avez à peine 7 kilos. Vous voyez un peu comment c'est, pour 1000 kilos, oui, pour une tonne, voilà, pas pour 1000 tonnes. Pour une tonne de Yellow Cake, vous produisez à peine 7 kilos d'uranium 235. Vous voyez à quel point l'uranium 235 est très difficile à obtenir. Alors, on vient ici, ils disent ici, il n'y a pas de masse critique de compte. Bon, ça, c'est, on s'en passe. Maintenant, ici, regardez le risque auquel Niamey était exposé. Le risque chimique et radiologique, c'est le vrai danger. C'est le vrai danger que Niamey courait. Qu'est-ce qu'on va observer? Risque chimique d'abord. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est le danger principal. L'uranium est un métal lourd. S'il est inhalé ou ingéré sous forme de poussière, il est toxique pour les reins. Donc, dans notre jargon, on appelle ça de la néphrotoxicité. Voilà, c'est ça qui va être responsable des nombreux cas d'insuffisance rénale au niveau de Niamey, qui allait être responsable des nombreux cas d'insuffisance rénale au niveau de Niamey.
similaire à une intoxication au plomb ou au mercure. On vient maintenant sur la radioactivité. Le yellow cake est faiblement radioactif. On peut rester à côté d'un fût, parce que généralement, comme l'a dit monsieur La Voix du Sahel, c'est vraiment cantonné dans des fûts, donc sans danger immédiat. Qu'est-ce que je disais? Donc, le yellow cake est faiblement radioactif. On peut rester à côté d'un fût sans danger immédiat. Le problème survient si la poussière est dispersée dans l'air. C'est là où le problème, quand je disais Tania. Donc, le problème survient si la poussière est dispersée dans l'air. Les particules émettrices de rayons alpha deviennent dangereuses à la fois à l'intérieur du corps. Maintenant, au niveau environnemental, c'est là où on est, c'est surtout cette partie-là qui nous intéresse aussi. Au niveau environnemental, quelles allaient être les conséquences? Une attaque réussie, c'est-à-dire de ces drones-là, si ça avait réussi, une attaque réussie allait créer essentiellement un accident industriel classique avec une pollution locale. C'est-à-dire qu'on allait avoir une zone d'exclusion. Une zone d'exclusion, c'est-à-dire qu'on allait évacuer une partie de la population de Niamey. On allait avoir des sinistrés aujourd'hui, Tania, si cette opération avait réussi. Donc, il faudrait décontaminer la zone en aspirant la poussière et en décapant les sols touchés. On vient maintenant sur la dispersion atmosphérique. Dispersion atmosphérique. Si l'attaque provoque un incendie, ce qui était déjà hautement probable parce qu'on est dans une base militaire. C'est une base où on a tout ce qu'il y a comme engin explosif. Donc, déjà la probabilité de si l'attaque provoque un incendie, ça c'est déjà même à probabilité 0,9 ou bien même probabilité 100% ou 1. Donc, si l'attaque provoque un incendie via le carburant des drones et d'autres matières inflammables à proximité, c'est-à-dire des engins explosifs qui sont détenus par l'armée nigérienne, les fumées pourraient transporter des microparticules d'uranium sur quelques kilomètres. Vous voyez, on parle de kilomètres déjà. Nécessitant un confinement des populations locales. On allait voir seulement Tania à Niamey des gens être obligés de porter des masques spécifiques pour la protection contre les particules d'uranium. On vient ici, bien sûr, je cite un peu le dernier cas. L'impact psychologique et symbolique. Tania, ça allait être la tollé mondiale du point de vue médiatique. Ça allait être vraiment, Tania, le scoop qui allait faire secouer le Niger. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, c'est souvent l'objectif. Voilà. Et écoutez même ce que Gemini dit. L'impact psychologique et symbolique, c'est souvent l'objectif recherché dans une telle attaque. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, en fait, c'est juste qu'on veut faire parler de ce groupe-là. Les groupes veulent qu'on parle d'eux et ils mènent de telles attaques. L'impact médiatique est tellement important et c'est ce qu'ils ont et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils ont cherché aussi avec les carburants du Mali. C'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer? Ça va produire l'effet de la bombe sale. Bien que ce ne soit pas techniquement une bombe sale, car la radioactivité est faible, l'impact médiatique d'une telle attaque sur un site nucléaire provoquerait une panique importante. Une vraie panique, Tania. Coût de nettoyage. Les opérations de décontamination sont extrêmement coûteuses et complexes. Tania, on a échappé à une véritable catastrophe et nous disons merci au Seigneur parce que nous avons pu, les autorités de l'AEE et de Niamey ont pu juguler cette situation. Si on avait pu assister à une réussite de telle opération, Tania, je t'assure que ça allait être plus grave même qu'une tentative de déstabilisation classique. Voilà, c'est ce que j'avais, je voulais montrer. La République, chef de l'État, chef suprême des armées, le gendarme Abdelrahman Tiani était sur le lieu visé à l'escadrille, la bassin 1 de Niamey. Ah, ils ont dit escadrille. Vous voyez votre comportement, mes abonnés. Soutenir les forces de défense et de sécurité et adresser un message clair. L'État est debout, la menace est contenue et maîtrisée. La sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdelkarim Bormou. Maintenant, en Pakistan, tu avais raison, c'est escadrille. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Armes de guerre. Voilà.
lors de cette attaque barbare avec la présence des Français.